Le 9 août 1945, 1 minute après minuit, heure de Transbaïkalie, plus d'1,5 million de soldats soviétiques franchirent simultanément 3 frontières distinctes vers la Mandchourie. La Mandchourie, ce territoire de 1,5 million de kilomètres carrés encastré entre la Sibérie au nord, la Corée au sud, la Mongolie à l'ouest et le Pacifique soviétique à l'est, était en 1945 le cœur du pouvoir militaire japonais sur le continent asiatique. C'est là que l'armée de Kwantung opérait, la formation la plus prestigieuse de l'Empire nippon, responsable de 4 États satellites et de plus de 700 000 soldats déployés. C'était la dernière grande réserve stratégique du Japon, en dehors des îles d'origine. Ce que les Japonais ne pouvaient pas complètement savoir, c'était que les Soviétiques préparaient depuis des mois en secret l'une des plus grandes concentrations de forces de l'histoire militaire moderne. Depuis mars 1945, entre 20 et 30 trains par jour circulaient vers l'est sur le chemin de fer transsibérien. Des divisions entières, expérimentées dans les Carpates, dans les marais de Biélorussie, dans les rues de Budapest et de Berlin, furent déplacées vers l'Extrême-Orient dans un silence absolu, se mouvant de nuit vers leur position d'assaut, exactement comme l'Allemagne l'avait fait en 1941 avant de tomber sur l'Union soviétique elle-même. En 11 jours, l'armée de Kwantung cessa d'exister comme force opérationnelle. Ce que le Japon avait mis 14 ans à construire en Asie continentale fut détruit en moins de 2 semaines. Le premier affrontement armé entre la Russie et le Japon au XXe siècle ne se produisit pas en 1945. Il eut lieu en juillet 1938, sur une bande de terrain accidentée près du lac Khasan, où la frontière entre la Mandchourie, la Corée et l'Union soviétique était délibérément ambiguë. Les Japonais l'appelèrent l'incident de Shangkufeng. Les Russes, la bataille du lac Khasan. Le déclencheur immédiat fut la défection d'un officier soviétique de haut rang qui remit à l'armée de Kwantung des informations détaillées de renseignements sur les positions frontalières russes, y compris l'emplacement des dépôts, les effectifs et les itinéraires de patrouille. Armés de ces données, et sans attendre l'autorisation formelle du gouvernement de Tokyo, ce qui deviendrait un modèle récurrent, les commandants locaux japonais lancèrent une attaque nocturne avec moins de 2000 hommes qui, en quelques heures, submergea les défenseurs soviétiques. La victoire sembla rapide et nette. L'armée de Kwantung crut que l'affaire était réglée. Ce ne fut pas le cas. Le général Grigory Stern mobilisa son 49e corps de l'armée de la bannière rouge de l'Extrême-Orient et dans les jours suivants, des contre-attaques soviétiques systématiques et en nombre croissant chassèrent les Japonais de leur position avec des pertes significatives des 2 côtés. La diplomatie résolut finalement le différend, mais l'armée de Kwantung reçut un avertissement qu'elle ne sut pas interpréter correctement. Les Russes répondaient avec force et ne se laissaient pas intimider. La mauvaise opinion japonaise sur l'habileté militaire russe avait des racines historiques concrètes. Pendant la guerre de 1904 à 1905, l'Empire russe avait subi des défaites humiliantes sur terre et en mer, culminant avec la destruction quasi totale de sa flotte de la Baltique dans le détroit de Tsushima par l'amiral Togo Heihachiro. Cette victoire avait élevé le Japon au rang de puissance mondiale reconnue et avait gravé dans la psyché militaire nippone la conviction que la Russie était un colosse aux pieds d'argile. Lorsque les purges staliniennes de 1937 à 1938 exécutèrent des dizaines de milliers d'officiers soviétiques, y compris le maréchal Mikhaïl Tukhachevski, l'architecte de la doctrine des opérations en profondeur, les analystes de l'armée de Kwantung interprétèrent cela comme la confirmation de leurs préjugés. L'armée rouge était décapitée, désorganisée et fondamentalement inférieure. L'escalade suivante défia ce préjugé de manière bien plus brutale. Le 11 mai 1939, des affrontements répétés entre unités de garde-frontière près de Nomonhan, à la frontière entre la Mongolie extérieure et la Mandchourie, le long de la rivière Khalkhin-Gol, se transformèrent en guerre ouverte. Les 2 camps renforcèrent leur position. Mais tandis que le Japon envoyait ses divisions d'infanterie dans un combat linéaire qu'il connaissait bien, Staline réagit différemment. Il envoya un général qui n'était pas encore célèbre en Occident, Georgi Konstantinovitch Zhukov, avec l'ordre de résoudre le problème de façon décisive et définitive. Zhukov avait 42 ans. Il était ambitieux, méthodique et totalement dépourvu de patience pour les compromis à moitié faits.
Zhukov organisa à Nomonhan ce qui serait un prototype d'anéantissement. Il concentra en secret des forces blindées, de l'artillerie lourde et de l'aviation pendant plusieurs semaines, dissimulant l'accumulation de ressources derrière une série de manœuvres de diversion et de restrictions de communication qui tenaient les Japonais ignorants du volume réel de la préparation soviétique. Le 20 août 1939, un dimanche, Zhukov lança simultanément des frappes sur les deux flancs de la position japonaise avec ses 6e et 7e divisions blindées, encerclant le 23e corps japonais du général Michitaro Komatsubara dans une tenaille avant qu'il puisse se réorganiser ou se replier. La manœuvre avait une précision qu'aucune armée n'avait exécutée avec des blindés à cette échelle jusqu'alors. Les Japonais l'appelèrent un piège. En réalité, c'était le résultat de mois de préparation méticuleuse. Les batailles se prolongèrent jusqu'à la fin août 1939. Lorsque la poussière retomba, les Japonais avaient perdu entre 18 000 et 23 000 hommes et n'avaient gagné aucun centimètre de territoire. Ce fut la première grande défaite terrestre de l'armée impériale japonaise moderne. Les chiffres exacts ne furent jamais publiés honnêtement par le haut commandement japonais, qui classifia les rapports détaillés et minimisa les pertes dans les communications internes. La culture institutionnelle de l'armée japonaise pénalisait l'admission des échecs. Et ainsi, l'avertissement fut classé. L'impact stratégique de Nomonhan fut cependant significatif, bien que partiel. L'armée de Kwantung modifia ses plans face à une possible invasion de l'Est de la Russie, adoptant une posture plus prudente à la frontière. Mais au lieu de produire une révision fondamentale de l'estimation des capacités soviétiques, la défaite fut rationalisée. L'avantage russe avait été principalement matériel, de chars et d'avions envoyés en masse, non de qualité humaine ni de leadership. Si, à un moment futur, l'armée japonaise affrontait les soviétiques avec un déploiement adéquat et un temps suffisant pour se préparer, le résultat serait différent. C'était une conclusion confortable et profondément erronée. En avril 1941, le Japon et l'Union soviétique signèrent un pacte de neutralité valable 5 ans. Ce fut une décision tactique des deux parties. Le Japon avait besoin de stabiliser son flanc nord pour se lancer vers le sud, vers les colonies néerlandaises, les territoires britanniques de Malaisie et Singapour et les territoires américains du Pacifique. Staline, quant à lui, devait neutraliser toute menace orientale tout en réorganisant ses forces contre l'Allemagne, dont l'intention d'attaquer était déjà un secret de polichinelle dans les cercles du renseignement soviétique. Les deux parties signèrent le pacte en sachant qu'il était temporaire. Aucun ne le considéra comme une garantie de paix permanente. Lorsque l'Allemagne nazie lança l'opération Barbarossa le 22 juin 1941, attaquant l'Union soviétique avec 153 divisions sur un front de 3000 km, Tokyo fut confronté à une décision stratégique fondamentale, attaquer vers le nord, contre l'Union soviétique vulnérable, ou continuer l'expansion vers le sud. Les débats internes de l'été 1941 montrèrent une armée japonaise partagée entre les deux options. L'argument en faveur du Nord était l'opportunité unique d'éliminer la menace soviétique alors que l'armée rouge était en crise. L'argument en faveur du Sud était plus immédiat. Pétrole, caoutchouc, étain, les matières premières que le Japon ne possédait pas et que les colonies d'Asie du Sud-Est possédaient en abondance. Le Japon choisit le Sud. Le 7 décembre 1941, il attaqua Pearl Harbor, les Philippines, l'île Wake, Hong Kong et les archipels coloniaux des Pays-Bas et de la France dans le Pacifique. La décision de ne pas attaquer l'Union soviétique à l'été 1941, alors que Moscou était directement menacé et que l'armée rouge perdait des dizaines de divisions par mois, fut peut-être l'erreur stratégique la plus coûteuse du Japon pendant toute la guerre. Elle priva l'Allemagne d'une pression coordonnée possible depuis l'Est précisément au moment où elle en avait le plus besoin, et laissa intacte la capacité soviétique de se réorganiser et de contre-attaquer. Entre 1941 et 1944, tandis que l'armée impériale japonaise combattait en Nouvelle-Guinée, aux Philippines, dans le Pacifique central et en Birmanie, l'armée de Kwantung fut progressivement vidée de son contenu réel. Les besoins du théâtre du Pacifique avaient priorité. 4 divisions régulières de combat furent envoyées vers les îles intérieures, les Philippines et le Pacifique central, emportant non seulement la masse humaine, mais aussi l'équipement lourd, les véhicules de transport et les stocks de munitions accumulés pendant des années.
À leur place arrivèrent des réservistes sans entraînement réel au combat et de nouvelles divisions, formées à la hâte depuis les garnisons frontalières. Les divisions numérotées 121 à 100, 28 et 134 à 149, formées d'hommes dont la préparation militaire avait été conçue pour des opérations de contre-insurrection et le maintien de l'ordre, non pour la guerre conventionnelle de haute intensité contre une armée moderne. La situation logistique était tout aussi critique. Les réserves de munitions disponibles pour l'armée de Kwantung en août 1945 suffisaient à couvrir les besoins de seulement 13 divisions pendant 3 mois. En Mandchourie, il y avait 24 divisions opérationnelles. Si une guerre de haute intensité débutait, la plupart des unités se retrouveraient à court de fournitures avant que des renforts ou des réapprovisionnements puissent arriver du Japon, séparé du continent par une mer sur laquelle la marine impériale avait progressivement perdu le contrôle depuis les batailles de Midway et de la mer de Corail. Le piège diplomatique qui compléterait l'encerclement stratégique du Japon se referma à Yalta en février 1945. Lors de cette conférence en Crimée entre Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill et Joseph Staline, le leader soviétique accepta formellement d'entrer en guerre contre le Japon au plus tard 3 mois après la reddition de l'Allemagne en échange de concessions territoriales précises et négociées. La récupération des territoires du sud de Sakhaline et des îles Kouriles perdues en 1905, des droits de location sur les ports de Port Arthur et Dalian dans la péninsule de Liaodong, la participation à l'administration du chemin de fer chinois Changchun reliant la Mandchourie à ses ports, et la reconnaissance soviétique de la zone d'influence dans le nord de la Corée. C'était un accord froid, rédigé en termes précis, et Roosevelt le signa sans informer Chiang Kai-shek, dont les territoires étaient redistribués entre d'autres. L'Allemagne se rendit le 9 mai 1945. Le délai convenu à Yalta expirait exactement 3 mois plus tard, le 9 août. La date n'était ni une coïncidence ni une métaphore. C'était un contrat avec une date limite. Ce que Tokyo ne sut jamais pendant ces mois, c'était l'ampleur réelle de ce qui se préparait de l'autre côté de la frontière. Les estimations du renseignement japonais calculaient toujours qu'une attaque soviétique ne serait pas possible avant la fin août, car les mouvements de troupes observés sur le chemin de fer transsibérien indiquaient que l'essentiel des forces atteindrait ses positions à la fin du mois. Ce que les Japonais ignoraient, c'était que des dizaines de divisions avaient traversé la Sibérie par route dans leurs propres véhicules, précisément pour ne pas surcharger la ligne ferroviaire et ne pas apparaître dans les registres de trafic que les agents japonais surveillaient attentivement. C'était le même principe d'hameçonnage et de désinformation que les soviétiques avaient appris des Allemands et qu'ils appliquaient maintenant avec leur propre maîtrise. Depuis mars 1945, alors que les batailles de Berlin, Dresde et du fleuve Oder occupaient l'attention du monde, quelque chose d'aussi massif se préparait en silence à l'autre extrémité du continent eurasiatique. Le maréchal Alexandre Mikhailovitch Vassilievski, âgé de 50 ans, avait reçu la plus grande mission de sa carrière, organiser et commander la plus grande opération offensive que l'Union soviétique ait jamais exécutée sur le théâtre asiatique. Vassilievski n'était pas un général improvisé. Vétéran de l'état-major soviétique depuis 1940, il avait été l'architecte opérationnel de la bataille de Stalingrad, où il coordonna la conception de l'opération Uranus. Il avait supervisé la planification à Koursk. En tant que représentant personnel de Staline, il avait participé aux opérations en Biélorussie et en Prusse orientale. Il était, à tous égards pratiques, le cerveau derrière la victoire soviétique en Europe. Staline l'envoyait là où les problèmes les plus complexes exigeaient les solutions les plus précises. Le chemin de fer transsibérien devint l'artère principale de l'opération. Entre 20 et 30 trains circulaient chaque jour vers l'est, chargés d'hommes, de chars, d'artillerie, de carburant et de munitions. Les unités arrivant n'étaient pas choisies au hasard. La 5e armée d'infanterie avait une expérience du terrain marécageux des fronts occidentaux. La 39e armée avait combattu dans les Carpates, une préparation indirecte pour les montagnes du Grand Khingan qu'elle rencontrerait en Mandchourie. La 6e armée de chars de la garde, sous le commandement du colonel général A.G. Kravchenko, était l'une des formations blindées les plus expérimentées au monde, éprouvée dans les steppes d'Ukraine et dans les rues de Budapest. En août 1945,
La force soviétique en Extrême-Orient avait doublé par rapport à ses niveaux antérieurs. Elle était passée de 40 à 80 divisions avec des unités de soutien massives. Le total atteignait 1 577 225 hommes, 5 556 chars et canons automoteurs, 26 137 pièces d'artillerie et 5 368 aéronefs. C'était une force dont la puissance de feu et la mobilité surpassaient tout ce que l'armée de Kwantung pouvait opposer. La structure de commandement était simple dans son schéma, mais complexe dans sa coordination. Vassilievski contrôlait 3 fronts, l'équivalent soviétique des groupes d'armées. Le premier était le front transbaïkal, sous le commandement du maréchal Rodion Yakovlevitch Malinovski, avec 640 040 hommes organisés en 30 divisions de fusiliers, 5 divisions de cavalerie, 2 divisions de chars, 10 brigades de chars et 8 brigades mécanisées. Malinovski avait commandé des fronts lors des batailles d'Odessa, Budapest et Vienne. Il connaissait bien la guerre de mouvement. Le second était le premier front de l'Extrême-Orient, sous le commandement du maréchal Kirill Meretskov, âgé de 48 ans, avec 586 589 hommes répartis en 30 et une division de fusiliers et plusieurs brigades de chars. Meretskov attaquerait depuis les environs de Vladivostok vers l'ouest en direction de Harbin. Le troisième, le deuxième front de l'Extrême-Orient du général M.A. Pourkaïev, avec 337 096 hommes, exercerait une pression depuis le nord le long des fleuves Amour et Oussouri. Ce qui rendait ce déploiement particulièrement remarquable était sa discrétion délibérée. Les troupes se concentrèrent dans des zones de l'arrière, hors de portée visuelle des gardes-frontières japonais. Les mouvements finaux vers les positions d'assaut se firent de nuit, avec coupure des communications et restriction de mouvements diurnes. C'était exactement la méthodologie que la Wehrmacht avait employée en juin 1941 avant de lancer l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique elle-même. Les soviétiques avaient appris de la frappe qu'ils avaient subie et la reproduisaient maintenant avec une précision chirurgicale. Les services de renseignement japonais n'étaient pas aveugles. Les courriers diplomatiques utilisant le transsibérien rapportèrent des mouvements massifs de troupes et d'équipements. Le retrait inhabituel de diplomates soviétiques et de leurs familles du Japon fut observé. Et en avril 1945, Moscou avait informé officiellement Tokyo qu'il ne renouvellerait pas le pacte de neutralité qui lui restait encore 1 an de validité. Mais les analystes japonais estimèrent que toute offensive soviétique ne pourrait commencer avant l'automne, lorsque les conditions logistiques en Sibérie seraient plus favorables. Comme l'a noté un historien, les Japonais s'attendaient à ce que les Soviétiques adoptent une politique de laisser tomber le kaki mûr plutôt que de secouer l'arbre. L'arbre était déjà secoué depuis plusieurs mois. Seulement, personne à Tokyo ne voulait entendre le craquement des branches. Sur le papier, l'armée de Kwantung, en août 1945, restait une force redoutable. Son commandant, le général Otozo Yamada, avec son quartier général à Sinking, la capitale de l'état fantoche de Manchukuo, aujourd'hui Changchun, dirigeait un appareil militaire qui, selon les documents officiels, totalisait plus de 700 000 soldats japonais, plus les armées fantoches de Manchukuo avec 200 000 hommes répartis en 8 divisions faiblement équipées, et celle de Mengjiang avec 44 000 hommes supplémentaires. Au total, y compris les forces en Corée, certaines sources estiment que le chiffre atteignait environ 1 million d'effectifs sur le théâtre des opérations. Les chiffres trompaient. La première armée de la région, sous le commandement du général Kita Seiichi, couvrait la Mandchourie orientale avec 222 157 soldats répartis entre la 3e armée et la 5e armée, chacune comprenant 3 divisions d'infanterie, plus 4 divisions supplémentaires et une brigade mixte indépendante sous le commandement direct de Seiichi. La 3e armée de la région, du général Ushiroku Jun, responsable du centre et de l'ouest de la Mandchourie, comptait 180 971 hommes. Elle comprenait la 30e armée avec 4 divisions d'infanterie, une brigade mixte indépendante et une brigade de chars, et la 44e armée avec 3 divisions d'infanterie, une brigade mixte indépendante et une autre brigade de chars, plus une division supplémentaire, et 2 brigades mixtes directement sous Jun. La 4e armée indépendante du lieutenant-général Uemura Mikyo couvrait le centre-nord,
avec 95 464 soldats. La 125e division d'infanterie restait en réserve directe du haut commandement. Les divisions japonaises individuelles étaient en moyenne plus grandes que leurs homologues soviétiques, avec entre 12 000 et 16 000 hommes contre 10 000 à 12 000 pour les soviétiques. Mais dans presque toutes les autres dimensions du combat moderne, l'infériorité était écrasante. Les blindés japonais étaient technologiquement obsolètes, même face aux chars soviétiques déjà dépassés sur le front occidental en 1941. Les principaux véhicules blindés japonais en Mandchourie, les Type 94, Type 97 Chiha et Type 95 Hago, étaient équipés de canons de 37 mm et 47 mm dont les projectiles anti-chars ricochaient sans effet sur le blindage frontal d'un T-34 soviétique à toute distance supérieure à 200 mètres. En chars et en artillerie, les soviétiques surpassaient les japonais presque 5 contre 1 en Mandchourie. Dans les airs, l'avantage soviétique était de 2 contre 1, avec la différence supplémentaire que la majeure partie de l'aviation japonaise manquait de carburant suffisant pour des opérations soutenues. Le problème le plus profond n'était pas l'équipement, mais la qualité organisationnelle et le temps. Le processus de réorganisation que le quartier général impérial avait ordonné pour l'armée de Kwantung, lancé dans les derniers mois de la guerre, avait produit l'effet inverse de celui recherché. Il avait été décidé que les nombreuses garnisons frontalières seraient fusionnées pour créer 8 nouvelles divisions d'infanterie, numérotées de 121 à 128, plus 4 brigades mixtes. Simultanément, environ 250 000 réservistes furent recrutés pour former 8 autres divisions supplémentaires, numérotées de 134 à 139 et de 148 à 149. Ces unités remplaçaient les divisions vétéranes envoyées sur d'autres fronts, mais étaient des coquilles vides. Des hommes, sans entraînement intensif au combat, dans des structures organisationnelles n'ayant subi aucune pression réelle. Beaucoup de recrues étaient des fermiers japonais installés en Mandchourie, appelés au service actif quelques jours avant. Le problème était aggravé par la répartition de l'armement lourd. Les 1155 chars de l'armée de Kwantung étaient concentrés dans seulement 2 brigades de chars, l'une assignée à la 30e armée de la région et l'autre à la 44e. La plupart des divisions d'infanterie opérèrent sans soutien blindé organique et sans véhicules motorisés nécessaires à la guerre de mouvement. Dans une campagne où l'objectif soviétique était précisément la rapidité et la pénétration en profondeur, une force d'infanterie sans mobilité organique était structurellement incapable de réagir. La stratégie défensive avait également évolué dangereusement au fil des mois précédents. Avant 1944, les plans japonais prévoyaient une défense active sur les lignes frontalières, avec capacité de contre-attaquer sur le territoire soviétique en cas de conflit. En septembre 1944, le plan avait changé pour une défense solide sur ces mêmes lignes. Et au printemps 1945, le plan changea encore. La frontière ne serait désormais que faiblement défendue, avec des pelotons et bataillons d'arrière chargés de retarder l'ennemi sur 40 à 70 km, tandis que les forces principales se concentraient dans des localités fortifiées à l'intérieur, préparées pour une résistance prolongée. La bataille défensive décisive était planifiée autour des positions de Tungwa et Antu, sur la frontière nord de la Corée, où le terrain montagneux favoriserait le défenseur. En théorie, ce plan de défense en profondeur avait une cohérence tactique. Il abandonnait la frontière indéfendable pour conserver la masse de manœuvre sur des positions choisies. Le problème était triple. D'abord, l'exécution nécessitait une coordination de mouvements que les unités nouvellement formées et mal communicantes ne pouvaient garantir. Ensuite, les dépôts de ravitaillement, casernes et infrastructures logistiques restaient positionnés pour l'ancienne défense frontalière, pas pour les nouvelles positions intérieures. Enfin, et peut-être le plus important, le redéploiement n'était pas complet. Le quartier général impérial avait prévu que la réorganisation soit achevée en septembre 1945. L'attaque soviétique arriva en août. Dans les jours précédant le 9 août, l'armée de Kwantung se trouvait littéralement à mi-chemin du processus de réorganisation lorsque l'ennemi franchit la frontière. Certaines unités avaient quitté leurs positions originales et n'étaient pas encore arrivées aux nouvelles. Les dépôts à transférer étaient encore sur leurs sites initiaux. Les garnisons devant renforcer les réduits intérieurs attendaient encore leurs ordres de marche.
C'était la pire des conditions possibles pour affronter une attaque. Ni la solidité d'une défense préparée, ni la flexibilité d'une unité prête à se déplacer. Les régions frontalières étaient garnies par les soi-disant régions fortifiées, ou OT, complexes de bunkers en béton, tranchées, positions d'artillerie et tunnels creusés au fil des années précédentes. Ces installations étaient en principe redoutables. Murs en béton d'1 mètre d'épaisseur, casemates couvertes, dépôts souterrains avec réserve pour résister à des semaines de siège. Mais elles avaient été conçues pour une guerre de position statique, pas pour le type de guerre mobile que les soviétiques apportaient. Et elles avaient été construites en supposant que l'attaque principale viendrait le long des axes routiers et ferroviaires existants. Les soviétiques attaquèrent précisément par les axes que les Japonais croyaient imprenables pour des forces mécanisées. L'état du commandement dans les semaines précédant l'attaque était tout aussi préoccupant. Les commandants de l'armée de Kwantung participaient le matin du 9 août à des exercices de planification dans des installations de commandement séparées de leurs unités opérationnelles. Le général Yamada se trouvait à Sinking. Plusieurs de ses commandants d'armée étaient dans d'autres villes. Lorsque l'attaque commença, le haut commandement de l'armée de Kwantung mit plus de 18 heures à revenir à ses quartiers opérationnels et à rétablir les communications avec ses unités de première ligne. Pendant ce laps de temps, les divisions avancées combattirent se retirèrent ou s'effondrèrent sans direction centrale. La marine impériale japonaise n'apporta aucune force de surface à la défense de la Mandchourie, une posture maintenue tout au long de l'occupation pour des raisons de stratégie globale. Les rares restes de la flotte japonaise étaient concentrés sur la défense des îles d'origine, anticipant l'invasion américaine. Ce qui restait de l'aviation navale dans le théâtre participa à quelques actions sur Sakhalin et les Kouriles, mais ne put pas modifier l'équilibre sur le continent. L'armée de Kwantung était seule. Les réserves de munitions illustrent avec précision l'ampleur du problème logistique. Selon les registres de l'armée de Kwantung, les stocks disponibles en août 1945 suffisaient à couvrir les besoins de 13 divisions pendant 3 mois de combat d'intensité moyenne. L'armée comptait 24 divisions en Mandchourie. En pratique, cela signifiait qu'au moment où le combat de haute intensité commencerait, la plupart des unités se retrouveraient à court de fournitures en quelques semaines, dépendant entièrement de la capture de matériel ennemi pour maintenir leur capacité de feu. La logistique, et non la volonté de combattre, était la limite déterminante de l'armée de Kwantung en août 1945. La nuit du 8 août 1945 était humide et sombre sur les steppes de Mongolie intérieure. À 17h, heure de Moscou, le chancelier soviétique Vyacheslav Molotov convoqua l'ambassadeur japonais Naotake Sato au Kremlin et lui remit formellement la déclaration de guerre de l'Union soviétique contre l'Empire du Japon. Sato écouta sans changer d'expression. Dehors, en Extrême-Orient, il était déjà passé minuit le 9 août. Le premier échelon de l'armée rouge était déjà en mouvement. 1 minute après minuit, les 3 forces soviétiques franchirent simultanément leurs frontières respectives. Sur le flanc droit du front transbaïkal, le corps mécanisé de cavalerie soviéto-mongole du général Issa Pliyev avançait avec sa 25e brigade mécanisée et la 43e brigade de chars séparés en tête, formant 2 colonnes à travers le désert de Mongolie intérieure. Le terrain était fait de sable et de pierre, sans route pavée, sans rivière navigable. La température diurne dépassait 40 degrés Celsius. Malgré cela, les colonnes de Pliyev couvrirent 88 km en 24 heures, sans rencontrer de résistance significative. À l'est, la 17e armée du lieutenant-général A.I. Danilov, avec ses bataillons de chars 70e et 82e à l'avant, pénétra également en Mongolie intérieure sans opposition. Ces colonnes avancèrent de 70 km le premier jour. Au crépuscule, les détachements d'avant-garde de la 6e armée de chars de la garde de Kravchenko avaient déjà atteint les contreforts des montagnes du Grand Khingan. Les montagnes du Grand Khingan constituaient, selon les calculs japonais, l'obstacle naturel protégeant la Mandchourie depuis l'ouest. La chaîne s'élève abruptement depuis les plaines mongoles, avec peu de passages, des chemins de terre qui en août se transforment en rivières de boue sous les pluies estivales, et des pentes que tout commandant sensé n'oserait traverser avec des blindés en un temps record.
Les Japonais avaient parié implicitement qu'aucune force mécanisée ne pourrait les franchir en moins de 10 jours. La 6e armée de chars de la garde traversa les montagnes en 7 heures. La 5e brigade de chars de la garde atteignit le point le plus haut de la chaîne à 23 heures le 10 août. Dans l'obscurité et sous la pluie, les chars T-34 et les véhicules de soutien descendirent les pentes occidentales, parcourant 40 km de montagne dans des conditions qui, en temps normal, auraient paralysé toute colonne motorisée. À l'aube du 11 août, la 6e armée de la garde était émergée dans la plaine centrale de Mandchourie. Ce qui était prévu pour 5 jours avait pris 4. Sur le flanc gauche du front transbaïkal, le général Louchinski rencontra plus de résistance. Sa 36e armée dut traverser l'Argon en crue en utilisant des véhicules amphibies DUWK fournis dans le cadre du programme de pré-bail des États-Unis. La 119e division japonaise et la 80e brigade mixte indépendante défendaient Ailar depuis la région fortifiée éponyme, une série de bunkers et positions d'artillerie creusées dans le terrain rocheux. Bien que la 205e brigade de chars soviétiques réussisse à sécuriser les ponts au nord de la ville sous la pluie et le brouillard, les combats à Ailar se prolongèrent pendant plusieurs jours. Sur le front oriental, le maréchal Meretskov lança la première armée de l'Extrême-Orient depuis les environs de Vladivostok vers l'ouest. La première armée du drapeau rouge du colonel général A.P. Beloborodov et la 5e armée du colonel général N.E.M.I. Krylov, avec le 10e corps mécanisé, attaquèrent la ligne frontalière japonaise dans des zones que l'armée de Kwantung considérait comme naturellement inexpugnables. Le terrain était composé de forêts denses, rivières et collines, avec un réseau de fortins japonais en profondeur. Mais les soviétiques percèrent quand même, avançant à travers les points les plus faibles et contournant les positions les plus fortes au lieu de les affronter de front. Ce même jour, le 9 août, une seconde bombe atomique détruisit Nagasaki. Pourtant, le Japon ne se rendit pas. Au 14 Aoshite. Le 10 août, la confusion au quartier général de l'armée de Kwantung à Sinking était croissante et devenait organique, structurelle, et non simplement situationnelle. Les communications avec les unités frontalières étaient interrompues de manière intermittente. Les rapports reçus décrivaient des percées dans des zones où aucune percée n'avait été envisagée. Et ce qui déconcertait le plus les états-majors japonais qui avaient étudié les doctrines tactiques européennes et s'attendaient à une progression par paliers successifs. Les forces soviétiques ne s'arrêtaient pas pour réduire les points de résistance. Elles avançaient en colonne rapide, contournant les bunkers et positions fortifiées, les isolant sans approvisionnement ni communication, poursuivant leur avance sans s'arrêter pour les combattre. C'était la doctrine des opérations en profondeur dans sa forme la plus pure, et l'armée de Kwantung n'avait aucun protocole établi pour y répondre. La 6e armée de chars de la garde du colonel général Kravchenko rencontra les 10 et 11 août un problème que l'ennemi ne lui causait pas, le manque de carburant. Ces colonnes avaient avancé si rapidement et si loin que le train logistique ne pouvait suivre sur les routes de terre mandchoues, transformées en bourbiers par les pluies estivales. Les chars Sherman, fournis par le programme de pré-bail des États-Unis, consommaient plus de carburant que les T-34 soviétiques standards et commencèrent à s'enliser. Kravchenko prit une décision chirurgicale. Il retira de l'avance les véhicules les plus gourmands en carburant et fit progresser le 5e corps de chars de la garde, dont les véhicules chenillés étaient plus efficaces sur terrain accidenté. Le 453e bataillon d'aviation de l'armée de l'air Rouge reçut l'ordre de transporter l'essence directement vers les zones avancées avec des avions cargo. Les attaques kamikazes japonaises contre les colonnes de ravitaillement contribuèrent à la pénurie, mais sans parvenir à interrompre le flux de manière décisive ni durable. Le 5e corps de chars de la garde atteignit le point culminant des montagnes du Grand Kingan à 23 heures le 10 août. Dans l'obscurité, sous des pluies transformant les pentes en surfaces boueuses, les blindés T-34 descendirent les pentes orientales de la chaîne, parcourant 40 km de montagne en 7 heures. À l'aube du 11 août, la 6e armée de la garde avait complètement émergé dans la plaine centrale de Mandchourie. Le 5e corps de chars atteignit Lupei le 11 août. Le 7e corps mécanisé de la garde prit Tuchuan le 12. L'opération prévue pour 5 jours avait duré 4. La première résistance sérieuse sur l'axe central de l'avancée eut lieu le 12 août.
lorsque la 107e division japonaise organisa une défense près de Wushaku. La 107e était l'une des divisions les plus expérimentées de l'armée de Kwantung, ses positions étant établies sur un terrain élevé avec des champs de tir préparés. L'attaque soviétique coordonnée utilisa d'abord une artillerie lourde de 152 mm pour désorganiser les positions de commandement et les batteries japonaises, puis envoya des chars par les flancs tandis que l'infanterie attaquait le front. La 107e fut dispersée avec des pertes considérables en armement. Le même 12 août, la 221e division de fusiliers soviétiques accepta la reddition du général Oulin, commandant du 10e district militaire de Mandchourie, avec plus de 1000 de ses hommes. C'était la première reddition formelle d'un général japonais dans la campagne. Sur le flanc gauche du front transbaïkal, le général Luchinsky poursuivait les combats pour Aylar, une ville que les Japonais avaient refusé d'évacuer malgré les plans généraux de défense en profondeur. La 80e brigade mixte indépendante maintint le centre de la ville même après que les Soviétiques eurent encerclé les périphéries le 10 août. La 205e brigade de chars soviétiques sécurisa les ponts au nord de la ville sous la pluie et le brouillard, et la 84e division de fusiliers attaqua les positions périphériques. Mais les défenseurs japonais dans le centre urbain utilisaient chaque bâtiment comme point de résistance, avaient miné les accès et disposaient de réserves suffisantes pour une défense prolongée. Le commandement soviétique redistribua ses forces, retirant les blindés vulnérables au combat urbain et envoyant plus d'infanterie. La ville ne tomberait que le 18 août, avec 3227 prisonniers capturés. Le corps mécanisé de cavalerie soviéto-mongole du général Pliyev rencontra dans le désert mongol un obstacle qu'aucun plan n'avait anticipé avec précision. La résistance des divisions de cavalerie de Mongolie intérieure loyales à l'État fantoche japonais de Mengjiang. Les 3e, 5e et 7e divisions de cavalerie de Mongolie intérieure n'étaient pas simplement des marionnettes du commandement japonais. C'étaient des unités mongoles motivées à combattre, affrontant un adversaire qui incluait aussi des forces mongoles sous drapeau soviétique. C'était une guerre civile miniature dans la guerre plus vaste, avec des Mongols des deux côtés du parallèle politique s'affrontant entre les dunes. Pliyev prit Taopanshin après 4 jours de combats continus, mais la résistance de ses divisions retarda l'avancée sur le flanc droit du front transbaïkal plus que prévu. Sur le front oriental, le maréchal Meretskov poussait son premier front de l'extrême-orient vers Mutanchiang, la plus grande ville de Mandchourie orientale et nœud ferroviaire clé reliant le nord de la Mandchourie à la Corée. Les défenses japonaises dans ce secteur étaient les mieux préparées de tout le théâtre. Des années de travaux d'ingénierie militaire avaient produit un système de position dans les collines boisées à l'est de la ville, avec des champs de tir croisés, des obstacles de fil de fer et des zones de démolition préparées sur les ponts et passages ferroviaires. La première armée de zone japonaise, sous le général Seiichi, y avait concentré ses meilleures unités. L'assaut soviétique sur Mutanchiang fut le combat le plus coûteux de toute la campagne. La 5e armée du colonel-général Krylov attaqua avec 3 divisions de fusiliers précédées d'une artillerie massive, mais le terrain favorisait les défenseurs et les premières vagues subirent de lourdes pertes face au feu des mitrailleuses et mortiers japonais établis sur des positions élevées. Les soviétiques adaptèrent leur tactique. Au lieu d'attaques frontales directes, ils commencèrent à infiltrer de petites unités par les flancs en utilisant la couverture forestière, cherchant les lignes de communication des positions japonaises avancées. Le 10e corps mécanisé fut envoyé pour un long contournement par le nord afin de couper la route de retraite vers Harbin. Lorsque les Japonais comprirent qu'ils étaient encerclés, une partie des unités entama une retraite vers l'ouest, interceptée par l'artillerie soviétique dans les vallées. Mutanchiang tomba le 16 août après 6 jours de combat qui détruisirent une grande partie de la ville. Sur les quelques 100 000 soldats japonais défendant le secteur, moins de 20 000 survécurent pour se rendre. Les 13 et 14 août, les combats continuèrent sur plusieurs fronts avec une violence inchangée. À la gare de Wunoer, la 275e division de fusiliers soviétiques consacra les 2 jours à éliminer une position défensive japonaise construite autour des installations ferroviaires où les défenseurs avaient transformé les entrepôts et ateliers en bunkers improvisés avec des matériaux industriels. Le 2e corps de fusiliers poursuivait les combats pour Aylar contre les restes de la 119e division. Au nord,
La 15e armée du 2e front de l'Extrême-Orient franchissait le fleuve Amour en plusieurs points, utilisant des barges de la flottille de l'Amour pour transférer des divisions entières sur la rive sud. Ce fut également durant ces jours que l'effondrement du commandement japonais atteignit son expression la plus visible. Le général Ushiroku Jun, commandant le 3e armée de zone et responsable du centre et de l'ouest de la Mandchourie, prit le 13 août une décision unilatérale contredisant directement les ordres du général Yamada. Au lieu de maintenir ses forces sur les positions intérieures désignées par le plan de défense, il ordonna la retraite vers Mukden, où résidait la majorité des familles de ses soldats et où il espérait établir une dernière ligne de défense protégée par le terrain urbain. La justification tactique était faible et la conséquence opérationnelle dévastatrice. Le mouvement de retrait exposa les flancs de la première armée de zone de Seichi au nord et désarticula la coordination entre les deux armées de zone devant agir de manière complémentaire. Le 14 août, le gouvernement japonais à Tokyo contacta les puissances alliées pour demander des précisions sur les termes de reddition de la déclaration de Potsdam. Le même jour, l'empereur Hirohito ordonna à ses forces de cesser le feu pendant que les négociations se poursuivaient. Le général Yamada reçut l'ordre et l'annula. L'unité 731, le crime sous terre à Harbin. Lorsque les avant-gardes du premier front de l'Extrême-Orient atteignirent Harbin, au cœur de la Mandchourie, le 20 août 1945, elles découvrirent quelque chose qu'aucun rapport de renseignement n'avait décrit avec précision. À la périphérie de la ville, cachée sous l'apparence d'un complexe industriel de sciage de bois, se trouvait une installation que les Japonais avaient officiellement appelée « Détachement de prévention des épidémies et de purification de l'eau du Kwantung ». Le nom réel, utilisé parmi ses membres, était l'unité 731. Le médecin responsable était le lieutenant-général Shiro Ishii, nommé directeur du programme en 1936. Ishii avait convaincu la haute hiérarchie militaire japonaise que les armes biologiques pouvaient être un multiplicateur de force décisif dans la guerre moderne et avait obtenu les ressources pour construire un complexe de recherche incluant laboratoire, chambre d'expérimentation, cellules de prisonniers et un crématorium industriel. Le complexe, situé près de la ville de Pingfang, couvrait une superficie d'environ 3 km² et hébergeait plus de 3000 chercheurs, techniciens et personnels de soutien à son apogée. Les sujets d'expérimentation étaient désignés dans les registres internes comme des maruta, terme japonais signifiant tronc de bois, référence délibérée au camouflage de Syrie qui dissimulait l'installation et à une déshumanisation préméditée des victimes. La grande majorité étaient des civils chinois et des prisonniers de guerre de l'armée chinoise, mais on y trouvait également des citoyens soviétiques, mongols, coréens et des prisonniers de guerre occidentaux, dont des Britanniques et des Américains. Les expériences documentées incluaient l'inoculation directe de maladies telles que le choléra, la tuberculose, la fièvre typhoïde, la peste bubonique et le botulisme, administrées à des sujets sans anesthésie pour observer la progression des symptômes. Des vivisections sur des sujets vivants furent réalisées afin d'étudier les effets internes des bactéries avant que la putréfaction n'altère les résultats. Des expériences de congélation exposaient les prisonniers au froid extérieur mandchou pendant des heures, avec des températures hivernales descendant en dessous de -30°C, pour étudier les effets du froid extrême et tester des traitements de décongélation. Des expériences de pressurisation, de radiation et de tests d'agents chimiques furent également documentées. Les corps étaient incinérés dans le crématorium du complexe. Les cendres étaient enterrées dans les terrains adjacents. Selon des recherches ultérieures du gouvernement japonais et d'universitaires internationaux, entre 3000 et 10 000 personnes seraient mortes dans les installations de l'unité 731 pendant ces années d'opération. Lorsque les troupes soviétiques approchèrent, le personnel de l'unité 731 détruisit précipitamment les installations, libéra ou exécuta les prisonniers restants et prit la fuite. Le docteur Ishii s'échappa au Japon. Lorsqu'il fut capturé par les forces américaines, il se vit offrir l'immunité judiciaire en échange des données scientifiques recueillies lors des expériences. Il ne fut jamais jugé. Les membres du programme capturés par les soviétiques furent, eux, poursuivis lors des procès de Khabarovsk de 1949, où 12 officiers japonais furent condamnés pour crimes de guerre biologique.
ce que les Soviétiques découvrirent à Arby en août 1945, confirmait ce que la machine de propagande japonaise avait systématiquement nié. L'Empire du Soleil levant avait construit, au cœur de la Mandchourie, une infrastructure de l'horreur scientifique comparable, dans sa froideur méthodique, à ce que les Allemands avaient érigé à Auschwitz ou Ravensbrück. Le 15 août 1945 à 12h, heure de Tokyo, un enregistrement sur disque vinyle commença à être diffusé sur les stations de radio nationales japonaises. C'était la première diffusion radiophonique de l'empereur Hirohito, dont la voix avait été entendue par très peu de ses sujets, enregistrée la veille au palais impérial après qu'une tentative de coup d'État menée par des officiers fanatiques de l'armée pour empêcher la reddition eût été écrasée dans les dernières heures. Le langage du message, formulé en japonais classique que beaucoup d'auditeurs eurent du mal à comprendre, n'employait pas les mots « reddition » ni « défaite », mais annonçait l'acceptation des termes de la déclaration de Potsdam par nécessité de supporter l'insupportable. En Mandchourie, l'attaque soviétique se poursuivait sans interruption. Le maréchal Vassilevski n'interpréta pas l'annonce impériale comme la fin des opérations. Il avait des raisons pratiques pour cette posture. Il n'avait reçu aucune communication formelle de reddition par les canaux militaires établis, de multiples unités japonaises sur le terrain continuèrent de combattre, et son objectif stratégique, l'occupation physique des territoires promis à Yalta avant qu'un armistice formel ne fige les positions, exigeait que ces forces soient matériellement présentes dans chaque ville et port clé. Les ordres qu'il émit le 15 août stipulaient sans ambiguïté poursuivre l'avancée, capturer les objectifs désignés et n'accepter les redditions locales que lorsque les Japonais se présenteraient de manière ordonnée et déposeraient les armes. Ce même 15 août, le corps de cavalerie mécanisé de Pliyev rencontra une résistance acharnée à Karibao, où les 3e, 5e et 7e divisions de cavalerie de Mongolie intérieure s'étaient réorganisées après leurs combats précédents et avaient établi de nouvelles positions défensives. Les combats à Karibao durèrent 2 jours. Le 17 août, le commandement mongol collaborationniste jugea la situation insoutenable et déposa les armes. 1635 prisonniers furent capturés. Le prince Demchuk Dongrub, dirigeant nominal de l'état fantoche de Mengjiang, s'enfuit vers l'intérieur de la Chine, où il serait capturé en 1945 par les forces du Kuomintang. Le 16 août, des parachutistes soviétiques atterrirent à l'aéroport de Mukden, la plus grande ville de Mandchourie, en prélude à l'avancée terrestre. Les parachutistes avaient une double mission: sécuriser les installations aéroportuaires pour permettre des vols de ravitaillement et de renfort, et, de manière non documentée dans les ordres officiels, localiser et capturer Puyi, le dernier empereur de Manchukuo. Puyi, qui avait été le dernier fils du ciel de Chine, enfant en 1912, avant d'être installé par les Japonais comme monarque de Manchukuo, en 1934, tentait de fuir vers le Japon depuis l'aéroport de Mukden avec une petite escorte. Les parachutistes soviétiques le trouvèrent sur l'aérodrome le 19 août. Il fut arrêté, interrogé brièvement et envoyé en Union soviétique, où il resterait sous garde soviétique pendant 5 ans avant d'être remis à la Chine communiste en 1950. Le 18 août fut une journée de convergence symbolique d'énorme portée géopolitique. À Ailar, la 80e brigade mixte indépendante japonaise déposa enfin les armes après 9 jours de combats urbains. Les défenseurs avaient tenu le centre-ville contre des forces supérieures grâce à une combinaison de positions bien préparées, de réserves de ravitaillement et d'une détermination que la plupart des officiers soviétiques de la campagne reconnurent ouvertement. Lorsque les derniers 3227 prisonniers furent conduits vers les centres de concentration soviétiques, beaucoup étaient blessés, les uniformes en lambeaux et le visage marqué par le fait d'avoir combattu jusqu'à leurs limites physiques. Ce même 18 août, le corps de cavalerie mécanisée soviéto-mongole traversa symboliquement la Grande Muraille de Chine et marcha vers Pékin, rejoignant en chemin le 8e armée de route de l'armée communiste chinoise sous le commandement direct du général Ni Rongzhen. Ce fut le premier contact physique coordonné entre unités soviétiques et l'armée communiste chinoise sur le sol mandchourien, et sa signification politique dépassait largement sa valeur opérationnelle immédiate. Dans les semaines suivantes, l'armement capturé à l'armée de Kwantung, fusils, mitrailleuses, pièces d'artillerie, véhicules,
seraient transférés en proportion significative aux forces de Mao, modifiant l'équilibre de la guerre civile chinoise qui reprenait. Le 19 août, au quartier général soviétique de Changchun, le général Yamada conclut formellement avec le maréchal Vassilievski les conditions du cessez-le-feu et de la reddition de l'armée de Kwantung. Le protocole établissait l'arrêt de la résistance sur toutes les positions japonaises, le dépôt des armes dans des points désignés et la concentration des prisonniers dans des centres fixés par le commandement soviétique. Yamada signa le document avec une délibération que les observateurs soviétiques présents décrivirent comme celle d'un homme qui comprenait parfaitement ce qu'il faisait et ce que cela signifiait. Dehors, les colonnes de véhicules soviétiques continuaient de progresser vers le sud et l'est. Ce même 19 août, Vassilievski distribua de nouveaux ordres pour la capture des objectifs encore hors de portée soviétique. La distinction entre cessez-le-feu et fin des opérations était claire dans son esprit. Le premier obligeait les Japonais à cesser de résister. Le second n'était effectif que lors de la signature du traité formel, ce qui n'aurait lieu que le 2 septembre à bord de l'USS Missouri dans la baie de Tokyo. Jusque-là, chaque ville, chaque port et chaque île que les Soviétiques pouvaient atteindre physiquement tomberait sous leur contrôle au moment de la signature des documents finaux. Le 20 août, Harbin tomba devant les éléments avancés du premier front de l'Extrême-Orient. La ville, fondée par des ingénieurs russes du Transsibérien en 1898 et avec une population russe significative jusqu'aux années 1930, était à plusieurs égards plus familière pour les soldats soviétiques que n'importe quelle autre ville mandchourienne. Les troupes japonaises dans la ville, incluant le personnel de l'unité 731 qui n'avait pas pu détruire complètement ses installations ni s'échapper à temps, déposèrent leurs armes sur les places principales. Les photographies de la reddition montrent des colonnes de soldats japonais, les mains derrière la nuque, marchant entre des rangs de soldats soviétiques, observant depuis des T-34 stationnés sur les boulevards de ce qui avait été le centre financier de la Mandchourie. Aux abords d'Harbin, les équipes de recherche soviétiques du NK-5D commencèrent à examiner les installations de l'unité 731 à Pingfang. Ce qu'ils découvrirent dépassait les informations que leur service de renseignement avait préalablement collectées. Les bâtiments de laboratoire, bien que partiellement démolis, contenaient des équipements médicaux spécialisés, des archives partiellement brûlées, des cellules avec registre de prisonniers et le crématorium industriel utilisé pour incinérer les corps des sujets d'expérimentation. Les puits des terrains adjacents contenaient des ossements. Les archives non détruites documentaient des expériences avec des agents biologiques, incluant des souches modifiées de peste bubonique, choléra, typhus, anthrax et un arsenal d'autres maladies testées sur des êtres humains vivants. Le personnel n'ayant pas pu s'échapper fut interrogé, détenu et finalement jugé lors des procès de Khabarovsk de décembre 1949. Mukden, la plus grande ville mandchourienne, fut occupée le 24 août par des colonnes du front transbaïkal. Dans les dépôts militaires et les installations industrielles de la ville, les équipes soviétiques commencèrent immédiatement l'inventaire et le démontage des infrastructures transportables. Machines industrielles des fonderies de l'entreprise Sumitomo, équipements ferroviaires, installations électriques, archives militaires et scientifiques. Le processus fut systématique et à grande échelle. Des centaines de trains chargés de matériel industriel quittèrent Mukden et d'autres villes mandchouriennes vers l'Union soviétique dans les semaines suivantes, ce que les historiens économiques décrivent comme le plus grand transfert d'infrastructures industrielles de l'histoire moderne de l'Asie du Nord-Est. Le 30 août, la dernière formation japonaise organisée en combat actif, la 107e division, se rendit au 94e corps de fusiliers dans les contreforts du Grand Khingan. 7858 autres prisonniers furent envoyés vers les centres de concentration. C'était, opérationnellement, la fin de l'armée de Kwantung en tant que force cohérente. D'autres unités plus petites, bataillons et compagnies isolés dans des régions reculées, se rendraient dans les jours et semaines suivantes, certaines n'ayant reçu aucune communication depuis le début de l'offensive. Les chiffres de la campagne de Mandchourie sont, dans presque tous les cas, contestés, révisés ou simplement incompatibles selon les sources consultées. Les gouvernements japonais et soviétiques ont modifié leurs chiffres à plusieurs reprises depuis leur première publication, et les recherches académiques ultérieures
ont produit des estimations s'écartant considérablement des versions officielles. Les chiffres revendiqués initialement par les soviétiques étaient les suivants. 83 737 soldats japonais tués au combat, environ 20 000 blessés uniquement en Mandchourie et 640 000 capturés et désarmés au total. Les pertes soviétiques, mises à jour par des recherches ultérieures, étaient de 9 780 morts au combat, 911 disparus, 19 562 blessés et 4 863 malades, pour un total de 36 653 pertes. Les estimations japonaises concernant leurs propres pertes au combat se situent entre 22 300 et 23 600 morts et environ 40 000 blessés. Ces chiffres ne reflètent qu'une fraction du coût humain réel. Les 640 000 prisonniers militaires capturés furent envoyés en colonne de marche vers les camps de concentration provisoires, puis dans des wagons de fret sans chauffage ni ventilation adéquate, vers les camps de travail forcé établis en Sibérie, en Mongolie et en Asie centrale soviétique. Les marches de concentration eurent lieu en août, avec des températures diurnes dépassant 30 degrés Celsius dans le nord de la Mandchourie. Les hommes marchaient entre 20 et 30 km par jour, avec des rations de pain noir, que les prisonniers décriront plus tard comme principalement composées de sciure mélangée à très peu de farine, et une soupe claire servie une fois par jour. Ceux qui s'effondraient d'épuisement ou de maladie étaient laissés sur le chemin sur ordre explicite des gardes soviétiques. Les registres des camps eux-mêmes, partiellement déclassifiés à partir des années 1990 par les archives russes, indiquent que les taux de mortalité lors des marches d'août-septembre 1945 étaient nettement plus élevés que ceux des périodes ultérieures dans les camps stabilisés. Les camps sibériens où furent internés les prisonniers japonais étaient des installations conçues pour extraire du travail en conditions climatiques extrêmes. Dans les régions de Magadan, Khabarovsk et du lac Baïkal, l'hiver commençait en octobre avec des températures régulièrement inférieures à moins 30 degrés Celsius. Les prisonniers travaillaient principalement dans des mines de charbon, des carrières de pierre et la construction de chemins de fer et de routes. Les journées de travail de 12 à 14 heures étaient la norme. Les rations caloriques étaient calculées pour maintenir la capacité de travail, mais pas pour garantir la santé à long terme. Les vêtements d'hiver étaient insuffisants pour les températures réelles. Les gelures des extrémités, entraînant la perte des doigts, des mains et des pieds, étaient un événement régulier que les registres médicaux des camps documentent systématiquement. Sur les 640 000 capturés, les estimations les plus citées indiquent qu'environ 60 000 moururent en captivité au cours des années suivantes. Mais d'autres sources, y compris les enquêtes du gouvernement japonais dans les années 1950 et 1960, suggèrent des chiffres considérablement plus élevés. Le gouvernement japonais chiffre à 254 000 le nombre de décès de citoyens japonais, militaires et civils, en captivité soviétique. La différence entre ces chiffres reflète à la fois des problèmes méthodologiques, définition de la captivité, période considérée, et l'opacité délibérée que les deux gouvernements ont maintenue sur le sujet pendant des décennies pour des raisons diplomatiques distinctes. Les derniers prisonniers japonais ne retournèrent au Japon qu'en 1956, 11 ans après la fin de la guerre. Certains cas isolés, hommes accusés de crimes de guerre ou retenus pour des raisons politiques que les soviétiques n'expliquèrent jamais clairement, restèrent jusqu'au début des années 1960. Pour les hommes ayant vécu une décennie dans les camps sibériens, le retour dans un Japon transformé par l'occupation américaine et la reconstruction économique fut, selon les témoignages disponibles, une expérience de profonde désorientation. Leur pays, leurs familles et leurs villes avaient continué sans eux. Beaucoup constatèrent que le Japon auquel ils revenaient était un lieu qu'ils ne reconnaissaient pas. Parmi les colons civils japonais installés en Mandchourie, agriculteurs, commerçants, ouvriers industriels et leurs familles, totalisant environ 220 000 personnes, la situation dans les semaines et mois suivant l'effondrement fut d'une brutalité que l'appareil d'État japonais à Tokyo mit des années à reconnaître formellement. Le gouvernement impérial avait envoyé ses familles sur le continent dans le cadre d'une politique de colonisation territoriale délibérée depuis les années 1930, présentant la Mandchourie comme une nouvelle frontière d'opportunité.
Lorsque l'armée supposée les protéger s'effondra et que les autorités militaires priorisèrent l'évacuation du personnel militaire, les colons furent totalement abandonnés. Sur ces 220 000 colons, environ 80 000 moururent de famine, de suicide, de maladie ou de violence durant le chaos ayant suivi la reddition. Les femmes japonaises et leurs enfants furent attaqués par les soldats soviétiques lors de l'avancée et par des groupes de civils chinois se vengeant de décennies de brutalité de l'occupation japonaise. Les colons, tentant de se déplacer vers les ports à la recherche de navires pour le Japon, traversaient des régions en effondrement administratif total, sans accès à la nourriture, à l'eau potable ni à une protection. Seuls 140 000 survivants retournèrent finalement au Japon. La violence sexuelle fut un élément systématique, non exceptionnel, de l'avancée soviétique en Mandchourie. Comme cela s'était produit lors de l'invasion de l'Allemagne par l'armée rouge au début de 1945, des dizaines de milliers de femmes japonaises et chinoises furent victimes de viols massifs pendant que les forces soviétiques complétaient leur occupation. Un témoignage recueilli dans des enquêtes japonaises ultérieures, d'une survivante dont le nom complet n'a pas été conservé dans les registres, décrit ce qui s'est passé dans un aérodrome où des femmes japonaises s'étaient rassemblées en quête de protection collective. Chaque nuit, des groupes de soldats soviétiques arrivaient et emportaient des femmes qui revenaient le lendemain matin. Plusieurs se suicidèrent. Celles qui tentaient de résister étaient menacées de l'incinération du hangar entier avec toutes ses occupantes. Le maréchal Vassilievski n'émit pas d'ordre public documenté visant à prévenir ces crimes. Le schéma correspondait exactement à celui observé sur les fronts européens. La violence sexuelle contre les civils était tacitement tolérée ou ignorée par le commandement soviétique comme conséquence implicite de la guerre, non comme une violation de la discipline nécessitant une correction. Le traitement judiciaire des crimes de guerre du côté japonais fut incomplet et sélectif, de manière sévèrement critiquée par l'histoire ultérieure. Le personnel de l'unité 731 capturé par les soviétiques fut jugé à Khabarovsk en décembre 1949, où 12 officiers japonais furent condamnés à des peines allant de 2 à 25 ans de travaux forcés. Le docteur Shiro Ishii avait échappé au Japon avant l'arrivée des troupes soviétiques à Harbin. Lorsqu'il fut localisé et arrêté par les autorités d'occupation américaines, les généraux MacArthur et leurs conseillers en renseignement décidèrent que les données scientifiques accumulées par l'unité 731, expérience sur agents biologiques sur des sujets humains qu'aucun laboratoire occidental n'aurait pu reproduire éthiquement, avaient une valeur stratégique supérieure à tout procès judiciaire. Ishii reçut l'immunité judiciaire en échange de la remise complète des archives du programme. Il mourut à Tokyo en 1959 sans avoir été jugé par aucun tribunal. Les biens matériels capturés ajoutaient une dimension économique supplémentaire au coût de la défaite japonaise. Les soviétiques démontèrent et transférèrent en Union soviétique la majeure partie de l'infrastructure industrielle installée en Mandchourie pendant 14 ans d'occupation japonaise. Les fonderies d'Anshan, les installations chimiques de Mukden, les équipements des centrales électriques de Harbin, les véhicules ferroviaires et la machinerie des usines d'armement furent chargés dans des trains selon une méthodologie systématique. Ce qui ne pouvait être déplacé fut délibérément rendu inutilisable. L'objectif implicite était d'empêcher que la Mandchourie devienne une base industrielle concurrente pour les territoires sous-développés soviétiques de l'Extrême-Orient. La valeur de ce qui fut extrait, estimée par des historiens économiques ayant eu un accès partiel aux archives soviétiques, équivaut à plusieurs centaines de millions de dollars de 1945, représentant un transfert de richesses qui retarda la reconstruction industrielle de la région pendant des années. Pour les 2 726 000 citoyens japonais, 2 tiers d'entre eux civils, tombés dans l'orbite soviétique durant la campagne et ses conséquences immédiates, le destin dépendait de variables fréquemment hors de leur contrôle. L'unité soviétique qui les capturait, le commandant local qui les traitait, l'itinéraire emprunté par leurs colonnes de prisonniers. Certains furent traités conformément aux conventions de guerre que l'Union soviétique avait signées, mais ne respectait pas toujours. D'autres furent victimes de représailles arbitraires. Le nombre total de morts et de disparus, malgré toutes les incertitudes liées aux sources divergentes, constitue le coût humain le plus élevé de tous les coûts de la campagne. Supérieur aux pertes au combat des 2 côtés réunis, supérieur aux pertes en matériel, supérieur à toute autre dimension mesurable du conflit.
L'opération Tempête d'août n'a pas été uniquement une guerre entre l'Union soviétique et l'Empire du Japon. Elle fut également, à de multiples niveaux simultanés, une guerre sur l'avenir politique du Nord-Est asiatique avec des acteurs ayant leurs propres agendas, loyautés et objectifs territoriaux. La République populaire de Mongolie, gouvernée depuis 1924 par Khorlogin Choibalsan, avec une orientation soviétique, contribua à l'effort avec le groupe de cavalerie de l'armée populaire mongole, MPA, d'environ 16 000 hommes. Pour les Mongols, la campagne avait une dimension historique particulière, récupérer le contrôle des régions de Mongolie intérieure que le Japon avait organisées sous l'état fantoche de Mangjiang depuis 1936, sous la direction du prince mongol Demchug Dongrub. Mangjiang était une création artificielle japonaise, mais elle bénéficiait du soutien de certains secteurs de la noblesse mongole qui voyaient dans la collaboration avec le Japon une opportunité de résister à la pression de la Chine et de l'Union soviétique. Les 3 divisions de cavalerie de Mongolie intérieure qui combattirent les forces soviéto-mongoles à Karibao n'étaient pas simplement des marionnettes japonaises. Ce furent des Mongols ayant parié sur le mauvais camp dans une division politique traversant leur propre peuple. Le traitement des prisonniers de Mongolie intérieure capturés lors des combats d'août fut remarquablement différent de celui réservé aux Japonais. Beaucoup furent libérés relativement rapidement, intégrés dans la nouvelle structure politique que l'Union soviétique mettait en place en Asie centrale. La frontière entre la République populaire de Mongolie, consolidée sous tutelle soviétique, et la Chine serait un élément clé du nouvel ordre régional émergent de la campagne. La dimension coréenne fut également décisive et eut des conséquences durables. Le 14 août, des unités soviétiques lancèrent des opérations amphibies sur la côte nord de la Corée, occupée par le Japon depuis 1910. Le 25e armée soviétique du colonel général Ivan Chistiakov progressa rapidement vers le sud de la péninsule. Lorsque la reddition japonaise fut effective, les soviétiques se trouvaient bien au sud du 38e parallèle. Ce fut les États-Unis qui proposèrent de stopper l'avancée soviétique à ce parallèle comme ligne provisoire de démarcation entre les zones de reddition japonaise et l'administration future par les 2 grandes puissances. La proposition fut acceptée par Staline le 16 août. Cette ligne provisoire, le 38e parallèle, deviendra 3 ans plus tard la frontière entre 2 États au système politique incompatible, et 5 ans plus tard, le point de départ d'une nouvelle guerre qui coûtera près de 4 millions de vies. Dans le nord de la Corée, le 25e armée soviétique installa des administrations militaires et commença à organiser les structures politiques qui formeraient éventuellement le noyau du gouvernement de Kim Il-sung. Dans le sud, les forces américaines débarquèrent en septembre 1945. L'architecture du conflit coréen, qui éclatera en juin 1950, fut largement tracée par les mouvements militaires d'août 1945. À Sakhaline du Sud et dans les îles Kouril, les opérations soviétiques progressaient également. L'opération Sakhaline du Sud, lancée le 11 août 1945, consistait en une avancée terrestre combinée avec des débarquements amphibies pour reprendre les territoires que la Russie avait cédés au Japon après la guerre de 1905. Les combats dans les îles Kouril, notamment sur l'île de Chumshu, entraînèrent des pertes significatives pour les 2 camps. Le 1er septembre, les dernières unités japonaises dans les Kouril déposèrent les armes. Les 600 000 Japonais habitant Sakhaline du Sud et les Kouril furent déportés au Japon entre 1946 et 1949. La Russie administre ces territoires à ce jour et aucun traité de paix entre la Russie et le Japon n'a jamais été signé. Le 2 septembre 1945, à bord du cuirassé USS Missouri ancré dans la baie de Tokyo, le ministre japonais des Affaires étrangères Mamoru Shigemitsu et le général Yoshijiro Umezu signèrent l'instrument formel de reddition de l'Empire du Japon devant le général Douglas MacArthur et les représentants des puissances alliées. Le maréchal Vassilievski représenta l'Union soviétique lors de la cérémonie. La Seconde Guerre mondiale se terminait officiellement 24 jours après le début de l'opération Tempête d'août. Quelques semaines avant cette cérémonie, à Tokyo, lorsque les rapports de l'armée de Kwantung commencèrent à décrire des percées soviétiques sur plusieurs axes simultanés et une situation qualifiée par les généraux japonais eux-mêmes de obscure, les objections internes à la reddition inconditionnelle perdirent dramatiquement de leur force.
Ce ne fut ni la première bombe atomique sur Hiroshima, le 6 août, ni la seconde sur Nagasaki, le 9 août, qui seuls brisèrent la volonté du secteur le plus obstiné du commandement japonais. Ce fut la combinaison des deux avec l'effondrement simultané de la dernière grande réserve continentale de l'Empire. Les historiens sont débattus pendant des décennies de ce qui poussa réellement le Japon à se rendre. Les bombes atomiques ou l'entrée soviétique dans la guerre. Les preuves documentaires suggèrent que les deux facteurs furent nécessaires. Le Conseil suprême de guerre japonais, divisé entre ceux voulant des conditions et ceux exigeant de continuer le combat, n'atteignit un consensus que lorsque la combinaison de la destruction nucléaire et de l'invasion soviétique élimina toute possibilité réaliste de négocier depuis une position de force. L'entrée soviétique ferma la dernière voie diplomatique viable que le Japon explorait, utiliser l'Union soviétique comme intermédiaire pour une reddition conditionnelle. Le résultat opérationnel de la campagne fut catégorique. L'armée de Kwantung, avec ses plus de 700 000 soldats en Mandchourie, ses armées satellites et ses structures de commandement mises en place pendant 14 ans, cessa d'exister comme force cohérente en moins de 2 semaines. 640 000 hommes furent capturés. Des dizaines de milliers d'autres moururent ou se dispersèrent. Les États satellites de Manchukuo et de Mengjiang se désintégrèrent. Le dernier empereur de Manchukuo, Puyi, le même qui avait été le dernier empereur de la Chine impériale enfant en 1912, fut capturé à l'aéroport de Mukden le 19 août alors qu'il tentait de fuir vers le Japon et fut remis aux Soviétiques, qui le détenaient pendant 5 ans avant de le transférer à la Chine communiste. Pour l'Union soviétique, la campagne produisit les gains territoriaux promis à Yalta et plus encore. Le contrôle temporaire de la Mandchourie et de ses installations industrielles, dont le démontage systématique et le transfert vers le territoire soviétique commença immédiatement. Les systèmes industriels installés en Mandchourie par les Japonais pendant 14 ans d'occupation, fonderies, usines chimiques, installations électriques, équipements ferroviaires, furent chargés dans des trains et envoyés vers l'ouest. La valeur estimée de ce qui fut transféré, selon des historiens économiques ayant étudié les archives soviétiques, s'éleva à plusieurs centaines de millions de dollars de 1945. Pour la Chine, la campagne eut des conséquences transformant le continent. Les armes et équipements japonais capturés par l'armée rouge furent transférés en proportion significative à l'armée populaire de libération de Mao Zedong, fournissant aux communistes chinois une capacité militaire qui changea l'équilibre de la guerre civile reprise entre le Kuomintang de Chiang Kai-shek et les communistes en 1946. 4 ans plus tard, le 1er octobre 1949, Mao proclamait la République populaire de Chine sur la place Tiananmen à Pékin. L'historien militaire David Glantz, dont les recherches exhaustives à partir des archives soviétiques déclassifiées dans les années 1980 et 1990 constituèrent la base des connaissances académiques occidentales sur la campagne, désigna l'opération August Storm, tempête d'août, dans un article de 1983 qui lança un débat académique toujours actif. La question que Glantz posa demeure. Pourquoi une opération d'une importance historique aussi immense est-elle restée pratiquement ignorée dans les études occidentales sur la Seconde Guerre mondiale pendant près de 4 décennies? La réponse a plusieurs couches. La primauté américaine dans le théâtre du Pacifique, la dimension dramatique des bombes atomiques, la transition immédiate vers la guerre froide qui fit de l'Union soviétique un adversaire plutôt qu'un allié, et l'opacité relative des archives soviétiques pendant des décennies contribuèrent à marginaliser la campagne dans le récit standard. Le Japon, pour sa part, avait ses propres raisons de ne pas souligner l'ampleur de sa défaite rapide et totale face à l'armée rouge. La Mandchourie, en 1945, ne fut pas un épisode périphérique de la Seconde Guerre mondiale. Ce fut la rupture finale de la dernière illusion japonaise, qu'il existait encore une issue négociée, un front pouvant être tenu, une position depuis laquelle l'Empire pouvait encore dicter ses conditions. Lorsque cette illusion se désintégra dans les steppes mongoles et les forêts de l'Ussuri pendant 11 jours d'août, la guerre prit fin.